Alors, cette belle maison-là est le souvenir d'abord des rêves du général, parce que c'était sa folie, et le côté précieux des matériaux dénote quand même la qualité qu'il cherchait constamment. Mais en même temps, ce qui avait de plus précieux pour lui, c'était quand même pas son manoir, c'est la montagne qui était le plus précieux pour lui. Alors, il était fier qu'elle soit entre bonnes mains. Alors, donc, on peut dire que cette maison-là est un peu un reflet de la folie des rêves du général, mais en même temps, le grand symbole de son attachement profond à la nature qui était autour. Avant que les Français arrivent, c'était sans doute les Amérindiens, d'ailleurs qui l'avaient appelé le Wigwam, la grande maison. Ensuite, avec l'arrivée de Hertel de Rouville, ça a été le premier seigneur de la montagne. Alors, d'ailleurs, il s'est empressé de donner à cette montagne-là le nom de le mont Rouville. Avant, c'était le mont Chambly, parce que c'est le seigneur de Chambly qui avait donné cette seigneurie-là. Et après Hertel de Rouville, ça a été les Campbell, qui, vers 1842, je crois, ont acheté la seigneurie d'Hertel parce que Hertel avait des problèmes financiers. Alors, les Campbell ont vu que cette montagne-là, ouais, c'est un bel endroit pour faire du tourisme. Donc, ils ont commencé par construire sur la montagne une espèce de grand café, le café Campbell, qui a été très populaire, mais qui était là en même temps que la montagne était un lieu de prière. Donc, il y avait en haut, sur le pain de sucre, il y avait une immense croix, là, tellement grande qu'on pouvait grimper dedans. Et il y avait de petites fenêtres pratiquées dans les bras de la croix. Alors, on pouvait regarder toute la région. C'était très populaire. Et il y avait une petite chapelle en dessous. Je pense que ça s'appelle la chapelle Saint-Charles. Mais pendant que les gens priaient en haut, il y avait du fun en bas. Alors, c'était donc le café Campbell. Mais le café Campbell a connu le même sort que la croix sur la montagne. La croix a été jetée en bas, détruite par un coup de vent, et un feu a détruit aussi le café Campbell. Mais les fils du premier Campbell ont décidé, écoute, il y avait quand même du potentiel sur cette montagne-là. Ils ont donc construit l'hôtel Iroquois. De fait, ils l'appelaient en anglais Iroquois House, qui accueillait surtout des gens de moyens riches de New York, mais aussi de Montréal, qui venaient ici. Et cet hôtel-là a connu une période de grande prospérité jusqu'à la fin des années 1880, je pense, 82, 92. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais à un moment donné, l'hôtel a passé au feu. Alors, la montagne est devenue bien tranquille. Mais pendant cette période-là, il y avait une famille à Montréal qui s'appelait les Galt, une famille extrêmement riche qui était dans le coton et dans les banques. Et on disait de cette famille-là, à Montréal, il y a 3 classes de personnes. Les pauvres, les riches et les Galt. Les plus riches étaient les Galt. Et les Galt étaient amis avec les Campbell, avec le seigneur Campbell. Ils allaient donc visiter les Campbell à leur manoir. Et le petit Galt, là, Andrew, il y avait juste 2 enfants, une fille et un garçon. Andrew, il venait lui aussi. Et avec un des membres de la famille, il montait au pain de sucre. Et il trouvait ça tellement beau, cette montagne-là, que déjà, il avait clairement manifesté que, wow, il aimerait ça vivre là ou pouvoir habiter là. Mais son père a décidé, à un moment donné, d'acheter une partie de la montagne. Mais malheureusement, sa sœur était très allergique au pollen. Elle était malade à chaque fois qu'elle venait. Donc, il a revendu la partie qu'il avait achetée. Mais quand le papa Galt est mort, l'héritage, une partie de l'héritage est allée au fils, à Andrew Hamilton. Et là, enfin, il a pu réaliser son rêve. Alors, c'est en 1913, enfin, qu'il a pu acheter la montagne. Ça coûtait quand même une petite fortune pour l'époque parce qu'avec tous les terrains qu'il a achetés en plus pour agrandir un peu son avoir, ça a quand même coûté autour de 100 000 $.
Je dirais que le mont Saint-Hilaire a dans le fond, a tout le temps été un peu une île dans les environs, que ce soit lors de la dernière déglaciation. C'est le mont Saint-Hilaire qui est sorti des glaces en premier. Au retrait des glaces, quand la mer de Champlain, quand l'océan Atlantique a envahi les basses terres du Saint-Laurent, le mont Saint-Hilaire était une île entourée d'eau dans un océan très, très froid. Et aujourd'hui, le mont Saint-Hilaire est un peu une île aussi, une île forestière dans une plaine qui est davantage urbaine et agricole. Au niveau de la flore, les habitats du Mont-Saint-Hilaire sont exceptionnels, en particulier ceux de la réserve naturelle, parce qu'ils ont été très, très bien conservés. On pense à des forêts, des écosystèmes forestiers exceptionnels. Il y a 300 hectares de forêts qui sont vierges, qui sont le témoin de ce qu'étaient les forêts avant la colonisation. Il y a plusieurs centaines d'hectares de forêts qui sont des forêts refuges, c'est-à-dire qui abritent des plantes rares, menacées. Et il y a également plusieurs centaines d'hectares de forêts exceptionnelles. On pense entre autres aux les forêts des sommets, qui sont des chênes rouges purs, des peuplements forestiers là, qui sont vraiment uniques au Québec. Ces trois catégories de forêts exceptionnelles-là ont été données au peuplement forestier du Mont-Saint-Hilaire par le ministère des Ressources naturelles du Québec. Au niveau de la minéralogie aussi, la montagne a une cicatrice, une carrière de roches, mais cette carrière de roches-là a quand même permis la découverte de plusieurs minéraux. Je pense qu'on est rendu à 375 on dit espèces minérales qui ont été identifiées à cet endroit-là, ce qui en fait quand même, c'est probablement un des trois lieux les plus riches en termes de minéraux dans le monde. Au niveau de la faune aussi, on a plusieurs espèces qui sont en danger ou vulnérables ou rares qu'on trouve seulement sur la montagne. On parle de plusieurs espèces de grenouilles, plusieurs espèces d'oiseaux. On peut penser entre autres aux faucons pèlerins sur l'habitat des falaises de Dieppe. Donc, c'est ce qui dresse un peu là, tout le portrait du patrimoine, l'unicité du patrimoine naturel du Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes arrivés à Montréal le 26 mai 1952. Je sors du bateau, je n'avais à ce moment-là ni parents, ni amis, ni ennemis. Mais ça représentait la liberté. Le hasard me fait rencontrer un homme d'un aspect agréable, aimable, qui me dit « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Et je dis « Je viens au Canada. » Le temps passe et au bout de quelques... Bon, il vient me chercher, il me dit « Monsieur Lahaye, j'ai quelque chose pour vous. 3 places. Une non, 2 non, mais la 3e, c'est le brigadier général Gault qui cherche quelqu'un. » Un soldat? Ben oui. J'ai fait la guerre, j'étais sous-officier, etc. J'ai appris à obéir et mon père était officier. Ben, ça y est, on y va. Il a été les prévenir qu'il avait quelqu'un. Il est venu me rechercher quelque temps après. Il m'a présenté au brigadier Gault et à madame qui était là. Il faisait un temps superbe. Tout se passe bien. Je ne parle pas anglais. Monsieur Villandré, il s'appelait, ce brave monsieur de l'immigration. Il m'a dit, voilà, est-ce que ça vous convient, monsieur Lahaye? Je lui ai dit oui. L'arrivée, alors ici, c'est le 3 septembre 1953.
Il faisait un temps superbe, une récolte de pommes extraordinaire. C'est beau. C'est bon quand on sort de l'inconnu, de l'impensable ou de l'impossible. Il est là. Ça touchait mieux mon métier que l'agriculture. D'ailleurs, quand je suis allé demander du travail les premiers jours, j'étais là, on m'a répondu qu'il n'y avait rien à faire. C'était moi qui devais trouver le travail, et non pas eux de me le donner. Alors, il fallait que je découvre aussi. Alors, j'ai marché dans la montagne, j'ai regardé, j'ai écouté les gens de la montagne aussi. J'entrais dans le vif du sujet, population, montagne. Et j'ai reçu de bons conseils aussi, de la part de ces gens-là, qui me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Si vous êtes venu, pourquoi? Etc. Puis ils posaient la même question que vous, madame. Et je leur répondais que je viens là pour la montagne, pour garder la montagne, la tenir dans des bonnes conditions, etc. Et le reste, c'est devenu petit à petit. Ça n'est pas par orgueil, mais je n'aime pas ce mot gardien. Un mot gardien, c'est un bonhomme qui est dans sa loge et puis qui empêche des gens de passer. Pas ça du tout, je n'étais pas là pour ça. Je n'étais pas là pour ça. Mais Gould m'avait confié la montagne. Et j'ai même une lettre qu'il a écrite pour moi quand il partait en Angleterre. Et là, cette lettre dit « Monsieur Lahaye est mon député », ça veut dire mon représentant, n'est-ce pas? C'est écrit, c'est n'invente rien du tout. J'avais une responsabilité, mais une grande responsabilité, qui n'était pas définie. C'était à moi de le faire. Et c'est parce que c'est le brigadier qui me l'a dit que c'était à moi. Il ne m'a pas dit que c'était à moi, il m'a dit « Vous devez vous en occuper comme votre bien précieux ». Donc, voilà. Alors j'ai considéré que c'était à moi. Dans la maison du gardien, qui se trouvait à quelques 100 mètres de l'entrée, à peu près. Elle existe toujours d'ailleurs. Disons que c'était plus ou moins confortable, mais c'est tellement beau, la vue est tellement belle, c'est un site extraordinaire que ça remplace largement des petits inconvénients matériels d'intérieur. Puis on arrivait dans une saison magnifique, les couleurs, les pommes. On n'a pas pensé que si c'était bien ou mal, on était bien. Et ça, c'était important. Et ma femme s'est trouvée immédiatement heureuse. Et pour moi, c'était un souci en moins. Mais la maison doit, je pense, avoir à peu près la même allure qu'elle avait quand j'étais là, parce qu'elle est couverte de bardeaux. Or, quand j'étais là, on a remplacé les bardeaux, les vieux devenaient mousseux, pourrissaient. Après la guerre, enfin, il pouvait aller à son jardin. Alors, il est revenu au pays. Il s'est installé sur la montagne en 1947. Là, il voulait pas juste visiter, il avait le goût d'habiter là, au moins durant la belle saison, quand il faisait beau. Donc, il s'est construit un chalet. Et il disait, je vais faire un chalet au moins, en même temps pour tester un peu la luminosité, pour voir quel est le meilleur endroit pour... Si jamais je voulais construire un manoir, parce qu'il y avait ce rêve-là aussi, de construire une belle résidence. Alors, il a donc construit un petit chalet au bord du lac Hertel, qui est exactement à l'endroit où est aujourd'hui le fameux manoir. Et il s'est vite rendu compte que l'ensoleillement était magnifique au bord du lac, donc c'est là où il voulait construire sa maison, sauf il fallait bien qu'il se loge pendant ce temps-là. Donc, il a décidé de faire transporter son chalet à l'autre bout du lac, où ça se trouve toujours aujourd'hui dans la partie des visiteurs. Il a fait faire des plans
entre autres par un architecte, M. Ernest Barrett de Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Hilaire, et qui a fait un plan. Il n'a pas aimé tellement le plan, il a engagé un autre architecte. Finalement, il y a eu un très bon plan pour ce qu'il appelait « ma folie ». Parce que son manoir, c'était sa folie. Il fallait que ce soit ce qui avait le plus beau à ses yeux à lui, pour lui et Dorothy, pour passer leurs dernières années au fond. Il a fait construire son manoir au bord du lac en 1957, mais à l'automne, au mois de novembre, tout était presque terminé. Il est arrivé un bon matin et ça avait passé au feu. Et je revenais de la pêche et je vois sortir de la maison en construction un groupe de personnes qui étaient guidées, si vous voulez, par le gardien et sa femme. Il était 9 heures, je rentre chez moi, je me couche, et à 11 heures du soir, le gardien m'appelle, il couchait dans la petite maison, là, il y avait le feu dans la maison. Le temps qu'on intervienne, arrivaient les pompiers, etc., c'était mois de novembre, c'était fini. C'était gigantesque comme incendie. Il faisait un bruit d'enfer, on ne s'entendait pas parler à 50 mètres de là. C'était tellement ça ronflait. Et il y avait là-dessus il avait été formé avec des grands bimes qui venaient de, je ne sais plus, mais pas du Québec, mais des poutres qui avaient jusqu'à 40 pieds de long. Et là, tout de suite, ils ont recommencé. Fantier. Non, c'était l'hiver. L'hiver a passé dessus. On l'avait arrosé. Et dans les caves et partout, il y avait de la glace. Il a fallu attendre que tout ça dégèle, chauffer, dégeler avec des moyens extraordinaires pour finalement arriver à sécher les ruines pour pouvoir recommencer. Et les tours de fenêtres avaient éclaté sous la chaleur et il a fallu rechercher des roches qui pouvaient aller avec ce qui était fait pour refaire les tours de fenêtres avec des roches qui avaient éclaté sous la chaleur. Ah, ça avait été quelque chose. Mais le brigadier voulait son bois pour ses planchers. Il a servi à faire certaines autres choses dans la maison. Et puis il y en a eu beaucoup qui ont été brûlés. C'était déjà posé quand ça a été brûlé. Alors il restait à peu près rien. Toutes les boiseries là, étaient brûlées, finies. Ça lui a fait un choc, pas d'abord pour lui, pour les ouvriers. Il dit, ils ont travaillé fort, ils ont travaillé bien. C'est triste que leur œuvre soit détruite. Donc, il a dit, on reconstruit tout de suite. Alors, il a engagé des maçons, des menuisiers. Ils ont tout reconstruit avec les plus beaux matériaux qu'on pouvait trouver. Il y avait pour son foyer, il y avait des pierres qui venaient de Pennsylvanie. Sur le toit, il avait des ardoises qui venaient des cantons de l'Est. Il y avait des pierres taillées pour sa maison à l'extérieur qui venaient du Vermont. Il y avait du bois qui venait de Colombie-Britannique. Mais les planchers étaient faits avec du bois de quelques arbres qui avaient décidé quand même de couper sur la montagne. Le brigadier Gault m'avait demandé qu'on coupe des chênes, quelques bois blancs, et puis des pins. Les chênes, ça a été le plus gros travail. On a coupé des chênes qui étaient énormes. Or, je vous dirais qu'on a coupé un chêne, on aurait mis dedans, dans le cœur du chêne. On aurait mis un enfant de 2 ans, debout. Il aimait les foyers. Sa grande pièce ici dans le manoir a un grand foyer. Il y a un beau foyer dans sa bibliothèque. Pour lui, le foyer, c'était la chaleur, c'était l'esprit de la maison, en quelque sorte. Il y a une pièce qui est assez unique dans la maison Gault, c'est qu'il y a beaucoup de pièces magnifiques, là. Mais la plus, comment je dirais, celle qui nous
qui nous touche peut-être le plus, c'est la bibliothèque. Non pas seulement parce que c'est un bel endroit avec un beau foyer, mais toutes les boiseries de cette bibliothèque-là, c'est des boiseries de la bibliothèque de la famille dans leur résidence sur la rue Sherbrooke à Montréal. Et il n'a pas seulement pris les boiseries là, pour les... Non, non, il voulait que la bibliothèque ait la même dimension, la même forme que la bibliothèque à Montréal. Donc, dans cette bibliothèque-là, on est un peu dans la résidence familiale. Et je pense que c'est clair, c'est évident pour les boiseries, qui sont assez sobres, beaux, chic, chaleureux, mais c'est probablement vrai aussi pour le foyer, qui est un beau vieux foyer en pierre, avec une plaque en métal au fond, qui présente aussi une scène, c'est absolument extraordinaire. Donc, on peut, si on cherchait l'âme de Galt, je pense qu'on trouverait ici. C'est ici l'endroit, probablement, qui nous inspire le plus. Je pense que, d'abord, c'est un espèce de symbole puissant quand même, parce que l'homme qui avait une fortune, qui aurait pu s'installer n'importe où au monde, il a décidé qu'il voulait s'enraciner ici. Et d'ailleurs, il disait, lui, dans son legs, que la maison était sa possession la plus précieuse. Il voulait être au cœur de sa possession la plus précieuse. Dans ce sens-là, c'est un symbole d'un grand attachement, d'un homme extrêmement généreux. Du point de vue, je ne suis pas un architecte, je présume simplement que l'architecture, c'est quand même une certaine sobriété malgré tout. C'est imposant, c'est une certaine sobriété. C'est sorti la solidité. C'est comme une espèce de patrimoine bien planté qui, c'est peut-être pas, c'est pas fort comme la montagne, mais ça emprunte un peu à la force même de la montagne. Dans ce sens-là, je pense que pour la municipalité, c'est un haut lieu. Eh bien, disons, ça passait d'une résidence privée, finalement, à un genre de lieu au début de congrès ou mais encore souvent de lieu pour des séances de formation ou du brainstorming ou de planification. Toutes sortes d'entreprises viennent ici passer parfois 2 ou 3 jours pour ces choses-là. C'est aussi un lieu extrêmement populaire pour les mariages, qu'est-ce que tu veux. C'est tellement beau comme lieu qu'une bonne partie de l'année, là, c'est tous les week-ends et parfois même durant la semaine, c'est plein de gens qui font des fêtes ici. C'est donc un lieu, c'est d'un côté un lieu très utile pour la formation, c'est un lieu joyeux aussi. Là. Pour l'université, c'est important que ça reste un peu la maison. On l'appelle toujours la maison Galt, on n'a jamais changé son nom. C'est vraiment à la fois un hommage et un genre de respect pour l'esprit de celui dont c'était la folie qui a créé ce lieu. Donc, à l'été 58, qu'enfin, il pouvait entrer dans sa maison. Il y avait juste un souci pendant ce temps-là, c'est qu'il était content d'entrer dans sa nouvelle maison, mais d'abord, il savait qu'il était malade au fond. Il y avait déjà comme un peu de gangrène à cause de sa jambe, mais surtout, il n'y avait pas d'enfant. Donc, il dit, qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai plus là? Alors, il voulait s'assurer que cette belle montagne-là, qui était sa propriété la plus précieuse qu'il avait, qu'elle ne soit pas perdue, alors, et qu'elle ne soit pas transformée comme il l'avait vu à d'autres montagnes. Ensuite, il avait connu déjà les luttes avec des développeurs, avec Hydro, qui voulaient tous prendre les morceaux de la montagne. Alors, il dit, il faut la protéger. D'abord, il a pensé l'offrir au gouvernement du Québec, mais l'accueil qu'on lui a fait à Québec lui a pas plu. On l'a fait sécher, comme on dit, dans une antichambre d'un ministre. Il a décidé, bonjour le gouvernement, je trouve quelqu'un d'autre. Alors, il a pensé à l'université McGill parce que son père avait été un grand ami d'un chancelier de McGill. Il est donc allé voir le chancelier de McGill pour dire, écoutez, j'ai une montagne qui est absolument magnifique, qui n'est pas très loin, je serais prêt à vous l'offrir. Sauf, j'ai 3 conditions. La première, don't touch. Touchez pas la montagne, gardez-la comme elle est, bien protégée. Deuxièmement, faisant un lieu de recherche et d'études pour les étudiants. Mais troisièmement, faisant un lieu de plaisir et de paix
pour la jeunesse du Canada, au fond, un peu pour tout le monde, parce qu'il était convaincu que la nature était comme une espèce d'école de vie, au fond. Il l'avait donné à Sir Cyril James, qui était le principal du collège de l'époque, de l'université, pardon, de l'époque. Alors, quelques semaines après, lui, c'est au mois d'octobre 58 qui a signé le legs. 3 semaines plus tard, il est mort à l'hôpital Royal Vic. Et il y a eu des funérailles très solennelles, militaires. Et ça a été un grand événement, mais tellement triste pour la pauvre Dorothy, son épouse, qu'elle a décidé qu'elle n'avait pas le goût de rester toute seule sur cette belle montagne-là. Elle avait son manoir dans Hatch Court. Elle a décidé de retourner en Angleterre, faire des bonnes œuvres. Alors c'est McGill qui est devenu le propriétaire. La réserve naturelle de l'Université McGill a été donnée à l'Université McGill par le legs du brigadier Andrew Hamilton Galt en 1958. Et les conditions de ce legs-là, c'était que l'université en fasse bon usage pour que ce soit la recherche, l'enseignement, mais qu'elle en fasse aussi bon usage pour la maintenir le plus près possible de son état naturel pour les générations futures. Donc, c'était vraiment, je dirais que M. Galt était un homme visionnaire pour, en 1958, penser déjà à demain et laisser quelque chose de significatif qui reste dans le temps.